à tous. Aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver pour vous parler d'une technique qui est très souvent étudiée dans de nombreuses filières touchant à la biologie, comme la médecine, le BTS d'analyse de biologie médicale, les deux ETLM, les études d'infirmières. Donc, c'est la cytométrie de flux. Donc, la cytométrie de flux, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une technique qui va mesurer un flux de cellules, si on traduit ça un peu littéralement. Et au niveau de ces applications, c'est une technique qui est fréquemment utilisée dans les domaines de l'immunologie et l'hématologie, donc aussi bien à but de diagnostic, par exemple lors d'une prise de sang pour connaître votre taux de globules blancs, ou à visée de recherche, par exemple pour étudier quelles vont être les populations de cellules immunitaires qui seront stimulées par rapport à une infection virale, un traitement, et également en oncologie pour voir par exemple quel type de cellule est dominante sur par exemple des tumeurs invasives. Donc la cytométrie de flux, ça va donc consister à identifier les cellules, donc les populations de cellules qui sont induites par divers traitements, qu'ils soient chimiques ou biologiques, donc une infection ou le développement d'un cancer. Et ça va également les scorer, les compter pour avoir une idée des proportions par rapport à un prélèvement. Donc l'appareil qui est associé à cette technique, ça va être le cytomètre de flux. Donc le cytomètre de flux, qu'est-ce que c'est? Ça va être une machine qui va prélever donc votre échantillon, qui va aspirer votre échantillon, qui va le faire passer dans une espèce de colonne, si on représente ça schématiquement. Et en fait, cette colonne, elle va être associée à un laser et un détecteur qui seront associés à un ordinateur et qui permettra justement de mesurer certains paramètres. En effet, dans la cytométrie de flux, il y a deux possibilités de paramètres qu'on peut mesurer. On va avoir donc tous les aspects morphologiques intrinsèques de la cellule, c'est-à-dire par exemple sa taille, sa morphologie, sa granulométrie. Ou alors, on peut mesurer par exemple de la fluorescence si au préalable notre échantillon a été immunomarqué à l'aide d'anticorps primaires ou secondaires, ou secondaires, associés à des fluorochromes qui seront donc excités par le laser du cytomètre de flux. Le cytomètre de flux, pour aller un tout petit peu plus dans les détails, il peut être appelé aussi trieur de fluorescence, qu'on retrouvera du coup sous l'acronyme anglais FACS pour Fluorescence Activated Cell Sorter. Donc ça, c'est pour dire en fait que le cytomètre est capable de trier vos cellules en fonction de la fluorescence différentielle de chaque cellule. Donc, comment ça va marcher? Par exemple, vous travaillez sur une réponse immunitaire suite à une infection. Vous allez avoir un développement donc, de populations de cellules immunitaires différentes. Par exemple, des lymphocytes T spécialisés contre l'infection et par exemple des cellules dendritiques. Et vous voulez savoir en fait dans quelle mesure ces populations se sont développées. Vous allez donc utiliser des anticorps qui vont se fixer spécifiquement aux récepteurs de surface de chacune de ces populations cellulaires. Donc bien évidemment, vous utiliserez des anticorps qui sont spécifiques à chaque population cellulaire pour pouvoir bien les distinguer. Donc on utilise pour cela des anticorps dits monoclonaux, c'est-à-dire qu'ils vont reconnaître une seule cible. Et ensuite, vous pourrez faire passer votre échantillon immunomarqué à travers votre cytomètre. Donc, les protéines qui vont être fixées à la surface cellulaire des cellules, c'est ce qu'on appelle des clusters de différenciation, qu'on abrégera sous le terme de CD, donc Cluster Differentiation en anglais, et qui vont être du coup caractéristiques de cellules immunitaires. Il faut savoir que sur une cellule, vous pouvez avoir des fois jusqu'à 300 clusters de différenciation différents, et vous pouvez avoir jusqu'à 1000 molécules de clusters de différenciation identiques, par exemple, dans le cas d'une réponse immunitaire où la cellule va en fait multiplier ses récepteurs de surface. Donc par exemple, sur les lymphocytes T4, qu'on appelle aussi les lymphocytes TCD4, qui sont les lymphocytes auxiliaires ou les lymphocytes helper, ils sont caractérisés par ce fameux CD4, donc ce cluster de différenciation 4, qui est une glycoprotéine d'un point de vue biochimique et qui sera reconnu par un anticorps dit anti-CD4. Maintenant, on va voir comment en fait les résultats d'une technique de cytométrie de flux peuvent être représentés. Donc la première représentation que je vais vous présenter, c'est la représentation sous forme de nuage de points, où vous pouvez voir que du coup nous avons deux axes, donc un ici et un autre ici. Cette représentation sous forme de nuage de points, vous voyez que je l'ai divisée en 4 carrés. Ok ?
En fait, ces quatre carrés, ils vont traduire par rapport à ces deux axes si les cellules sont positives ou pas par rapport à ce qui est marqué dans ces axes. Donc, on va re-regarder ces axes. Donc, vous voyez qu'en ordonnée, j'ai mis qu'il y avait un anticorps anti-CD209 et en abscisse, j'ai mis qu'il y avait un anticorps anti-CD80. Donc, ça veut dire que j'ai utilisé ces deux anticorps qui vont du coup marquer les cellules qui possèdent ces clusters de différenciation à leur surface. Et du coup, je vais faire une combinaison de ces deux paramètres. Donc, comment vous analysez votre figure? Donc, c'est assez facile. En fait, votre premier carré, donc celui-là, le carré numéro 1, vous allez en fait avoir des cellules qui sont dites négatives pour le cluster de différenciation CD80 et pour le cluster de différenciation dit CD209. C'est-à-dire que toutes les cellules dans le carré 1 n'ont pas à leur surface ni le CD80 ni le CD209. Ensuite, si nous allons dans le carré numéro 2, donc vous voyez dans le carré numéro 2 que là, cette fois-ci, on a un décalage du nuage de points et ça veut dire que les cellules vont être positives pour le cluster de différenciation CD80. Par contre, elles seront négatives pour le cluster de différenciation CD109. OK? Ensuite, on change de carré, on passe dans le carré numéro 3, donc celui-ci. Dans ce carré-là, c'est le contraire du carré 2. Cette fois-ci, nous avons des cellules qui vont être positives pour le cluster de différenciation CD209, mais qui seront en revanche négatives pour le cluster de différenciation CD80. Dernier carré, le carré 4. Du coup, ici, vous voyez que cette fois-ci, les cellules sont bien en haut à droite et ces cellules seront du coup positives pour le cluster de différenciation CD209 et pour le cluster de différenciation CD80. Donc, si jamais en examen, vous vous retrouvez avec une question qui vous demande de dire quel est le phénotype de ces cellules, c'est assez facile. Vous mettez que les cellules, elles sont positives ou négatives pour chaque cluster de différenciation, donc le CD209 et le CD80. En ce qui concerne les cellules qui vont être double négatives, donc CD209- et CD80-, on peut supposer que ce seraient des cellules qui ne sont pas celles d'intérêt d'une étude. C'est-à-dire qu'elles sont positives par aucun des deux marqueurs qu'on a voulu mettre en évidence. Et en ce qui concerne les cellules des carrés 2, 3, 4, et ben ça, seul le contexte de l'étude vous dira du coup si c'est quelque chose qui les intéresse ou pas. Pour comprendre en fait par exemple l'intérêt de mesurer ces deux marqueurs, il faut savoir que le CD209 est un cluster de différenciation qui est spécifique des cellules dendritiques, alors que le CD80 est un cluster de différenciation qui est spécifique des cellules présentatrices d'antigènes, comme les cellules dendritiques, les macrophages et les lymphocytes B. Donc ça, par exemple, c'est soit des données qu'on vous donne dans un énoncé, soit parce que vous l'aurez appris dans votre cours d'immunologie. Donc, pour les cellules qui sont dans le carré 1, donc qui étaient doublement négatives pour le CD209 et le CD80, on peut supposer du coup que ce sont des cellules qui ne sont ni des cellules dendritiques, ni des cellules présentatrices d'antigènes. Donc en immunité, ça peut être plusieurs autres types de cellules. Ça peut être par exemple des lymphocytes TCD4, ça peut être des lymphocytes TCD8, etc. D'accord? Pour les cellules du carré 2, cette fois-ci, qui sont uniquement positives pour le CD80, là, ça veut dire qu'on est forcément sur des cellules qui sont présentatrices d'antigènes, donc comme les macrophages et les lymphocytes B, mais qui ne sont pas les cellules dendritiques. Pourquoi? Parce que les cellules dendritiques, je vous ai dit, elles ont également le cluster de différenciation 209. Or, les cellules du carré 2 n'ont pas été positives pour ce CD209. Donc, vous avez les deux autres types de populations cellulaires présentatrices d'antigènes. Pour les cellules du carré 3, cette fois-ci, c'est le contraire un peu du carré 2, c'est-à-dire qu'on a des cellules qui sont positives pour le CD209, donc qui pourrait être un marqueur spécifique des cellules dendritiques, mais qui n'ont pas du coup le cluster de différenciation CD80. Donc on pourrait être sur des cellules dendritiques qui sont non conventionnelles peut-être et qui n'ont pas une fonction de présentation de l'antigène classique. Les cellules dendritiques, c'est vrai que plus on avance dans le temps, plus on se rend compte qu'il y a différentes sous-populations avec des rôles un peu spécifiques à chaque type de sous-population de cellules dendritiques. Et en revanche, le carré 4, vous pouvez voir du coup que c'est des cellules qui sont positives aux deux clusters
Et donc, le carré 4, vous pouvez voir que c'est des cellules dendritiques qui sont positives aux deux clusters de différenciation. Donc là, on est quasiment certain que ce sont des cellules dendritiques dites conventionnelles. Autre type de représentation, ça va être la représentation sous forme de courbe avec la variation de fluorescence. Donc ça, c'est souvent une figure qui est un peu compliquée à comprendre quand je le présente à des étudiants dans diverses formations. Parce qu'en fait, il y a un peu cette histoire de je comprends pas pourquoi mon pic est très important de fluorescence et après il ressemble à rien du tout comme on peut le voir juste en dessous. Et du coup, je comprends pas ce que je dois interpréter. Alors, on va reprendre juste les choses dans l'ordre. Donc, il faut savoir que dans ce type de figure, généralement, on vous indiquera quel est l'agent de fluorescence utilisé. Généralement, c'est le CFSE qui va émettre une couleur, peu importe la couleur, parce que de toute façon, après, artificiellement, on peut changer les couleurs sur l'ordinateur. Mais voilà, en fait, vous allez prendre votre population cellulaire qui vous intéresse et vous allez l'incuber avec cet agent fluorescent. Donc là, dans ma situation 1, j'ai pris l'exemple où j'avais pris des lymphocytes T CD4 naïfs, donc qui viennent d'être produits par la moelle osseuse, maturés dans le thymus, mais qui n'ont jamais, entre guillemets, rencontré de cellules présentatrices d'antigènes, donc qui sont naïfs. Je les incube avec mon agent fluorescent, je le passe dans mon cytomètre, je vois que mon nombre de cellules est maximal, et que mon intensité de fluorescence est maximale et homogène dans toutes mes cellules parce que il ne s'est rien passé. Donc toutes les cellules ont l'agent fluorescent et donc j'ai un seul pic homogène. Maintenant, généralement, ce qui se passe dans les études qu'on vous présente, c'est on va chercher à savoir si une situation physiologique, pathologique ou un traitement a une incidence sur cette population cellulaire que vous avez incubée avec l'agent fluorescent. Donc, dans les stimulations que vous allez très souvent retrouver dans les exercices, vous avez par exemple l'activation par un traitement, par exemple une molécule type PHA, donc la phytohémagglutinine qui va être un agent mitogène qui va induire une différenciation. Une infection en présence de cellules dendritiques qui vont du coup avoir une présentation antigénique vers les lymphocytes TCD4 qui vont induire une activation, une prolifération et une différenciation. Ou carrément un agoniste, donc une molécule spécifique qui est connue pour stimuler directement un récepteur de la population cellulaire étudiée. Donc c'est ce qu'on voit dans la situation 2. J'ai repris mes premiers lymphocytes TCD4 dans un autre batch de cellules et je les ai mis en présence de cellules dendritiques préalablement infectées qui ont pu les phagocyter et donc qui vont faire de la présentation antigénique en passant par le complexe CMH avec un peptide. Donc logiquement, la cellule dendritique va présenter ce CMH peptide à la cellule lymphocyte TCD4 qui va le reconnaître via son TCR et du coup ça va induire une activation qui va se traduire par une différenciation par exemple en lymphocyte T helper 1 ou 2 et une prolifération. Et bien justement, la prolifération, vous la voyez sur cette courbe qui a une allure très bizarre. Vous êtes passé de ça, donc qui était une grosse fluorescence très homogène, à ça. Pourquoi ? Parce que l'incubation avec votre agent fluorescent, elle se fait au tout début de l'expérience. Mais dès que vous allez mettre vos cellules dendritiques, vous n'allez pas rajouter de l'agent fluorescent pendant l'infection. Ça n'a pas de sens. Et qu'est-ce qui va se passer ? C'est que lorsque les cellules vont être activées, elles vont donc se différencier pour avoir une fonction effectrice et elles vont proliférer, donc elles vont se diviser. Donc l'agent fluorescent que vous retrouvez en fait dans le cytoplasme de ces cellules va être partagé dans les cellules filles issues de la prolifération et de la division. Sauf que la cellule, l'agent fluorescent, c'est quelque chose d'exogène, c'est quelque chose de chimique, donc elle ne va pas, entre guillemets, s'occuper de savoir comment elle doit le répartir. Il va être réparti un peu aléatoirement, un peu de manière anarchique. C'est ce qui explique en fait que votre fluorescence va être complètement hétérogène et avec des populations, avec un nombre de cellules plus ou moins variable par intensité de fluorescence. Mais le fait de passer d'une fluorescence de là homogène à ce type de courbe vous indique une prolifération et que donc le traitement que vous avez mis en place
a eu une conséquence sur sur la population cellulaire étudiée. Donc ici, par exemple, aux lymphocytes T, CD4, NAI qui ont du coup été activés. Donc concrètement, comment vous allez appliquer ce qu'on vient de voir dans des examens? Donc là, je vous ai pris en fait un sujet d'examen qui a été publié dans une université où le but de l'étude c'était de comprendre les raisons du développement des formes graves provoquées par le virus de la dengue. Donc en termes d'informations importantes au tout début de l'énoncé, on vous disait que le virus était capable de se répliquer dans les cellules dendritiques. Et en fait, ce qui était étudié, c'était quelles étaient les conséquences en fait de cette réplication du virus dans les cellules dendritiques. Et après, ils étudiaient plein d'autres choses, donc l'impact de l'interféron de type 1 et des choses comme ça. Donc en dessous, vous avez une figure de cytométrie de flux et vous avez un petit texte. Donc là, je vous ai surligné en fait ce qui était important à dégager dans ce texte. Donc l'important, c'est de savoir qu'on travaille sur des cellules dendritiques qui vont être infectées ou non. Donc par le virus de la dengue qui est abrégé sous l'acronyme DENV. Qu'on va marquer du coup avec des anticorps le cluster de différenciation 80 et 86, donc qui sont caractéristiques des cellules dendritiques. Et qu'on a une troisième condition qui s'appelle donc le contrôle positif, qui va consister à ajouter donc un ligand qui s'appelle le R848, qui est un ligand de TLR. Donc c'est ce qu'on appelle un agoniste, donc qui va stimuler en fait le TLR des cellules dendritiques. Donc quand vous avez ce genre de figure de cytométrie de flux, la première chose qu'il faut que vous regardiez, donc déjà bien sortir les informations. Donc là, on a trois conditions. Grosso modo, on a des cellules dendritiques non infectées, infectées ou stimulées par le ligand de TLR. On regarde deux marqueurs, le CD80 ou le CD86 qui sont donc deux clusters de différenciation spécifiques des cellules dendritiques. Et on essaie de voir quelles sont les ressemblances et quelles sont les différences. Qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que quand on a la condition non infectée, donc ici la première, et la condition infectée, que ce soit pour le CD80 ou le CD86, on n'a pas une grosse différence entre la cellule dendritique non infectée et la cellule dendritique infectée par le virus de la dengue. Ok? Donc ça veut dire qu'il n'y a pas une activation, une stimulation par rapport au contexte d'infection. La condition non infectée représente en fait votre témoin négatif, donc ce qui se passe en situation physiologique hors infection. Au niveau des données du graphique d'une manière générale, vous voyez que vous avez des chiffres ici en ordonnée et des chiffres en abscisse. Donc en abscisse, c'est assez facile de comprendre que vous regardez le cluster CD80 et CD86. Et en fait, vous voyez que vous avez donc 10, 10 puissance 1, 10 puissance 2, 10 puissance 3, donc 1, 10, 100, 1000. Donc ça, en fait, ça va être le nombre de clusters de différenciation que vous allez avoir à la surface de chaque cellule. Comme je vous ai dit, vous pouvez avoir jusqu'à 1000 clusters de différenciation à la surface d'une cellule. Donc c'est assez conséquent. Et ici, à gauche, vous avez donc des chiffres, mais on ne vous indique pas ce que c'est. Et en fait, quand on ne vous indique pas ce que c'est que la donnée, elle est assez évidente normalement à déterminer. Et là, entre autres, il s'agit du nombre de cellules dendritiques. Donc, vous voyez qu'en condition non infectée ou infectée avec le virus de la dengue, vous avez un grand nombre de cellules dendritiques, donc entre 400 et 500, qui expriment assez faiblement les marqueurs CD80 et CD86. On peut voir des petits pourcentages du coup de décalage entre la courbe grisée et la courbe blanche. Ce qui n'est pas précis dans l'énoncé, c'est à quoi ça correspond précisément, mais on peut supposer par exemple que c'est quelque chose qui pourrait être induit suite au traitement par les anticorps ou des choses comme ceci, ou les conditions de l'expérience. Mais on n'a pas de grosses informations. Ce qui est important de dégager, c'est que la condition non infectée est quasiment similaire à la condition infectée par le virus de la dengue. Par contre, quand on utilise l'agoniste, donc R848, qui va stimuler le TLR des cellules dendritiques, on voit cette fois-ci qu'on a un fort décalage, avec un pourcentage qui monte à 69% d'ailleurs, et on voit qu'effectivement le nombre de clusters de différenciation CD80 ou CD86 augmente quand même assez significativement entre avant et après traitement avec l'agoniste. Donc là, dans cette expérience, qu'est-ce que vous pouviez dégager? C'est que
eh ben, l'infection par le virus de la dengue n'induit pas une augmentation du nombre de CD80 et CD86, ce qui est problématique parce que les cellules dendritiques sont des CPA, donc ça veut dire que ces CPA ne sont pas capables, entre guillemets, de jouer leur rôle de cellules présentatrices de l'antigène, et ce qui pourrait expliquer dans un contexte de physiopathologie pourquoi le virus de la dengue, il arrive du coup un peu à neutraliser notre réaction immunitaire. Donc, en conclusion sur ce type de figure, quand vous allez rédiger votre réponse, essayez également vers la fin de voir en fait quelle est la notion de cours qui est un peu cachée ou qui est sous-jacente que en fait la personne qui a créé l'examen aimerait essayer de vous faire ressortir. Là, en l'occurrence, c'est vraiment le fait qu'on revoit le principe de détection d'un pathogène par l'interaction PAMP, donc le motif pathogénique, et PRR, donc qui sont les récepteurs de l'immunité retrouvés sur les cellules présentatrices de l'antigène. Dans la suite de l'étude, les auteurs avaient fait une autre analyse par cytométrie de flux. Donc cette fois-ci, c'est celle que je vous ai présentée donc sous la forme de variation de fluorescence par incubation justement de l'agent fluorescent CFSE. Comme je vous ai dit, c'est toujours les mêmes types d'agents. Donc après, peu importe si c'est pas le CFSE, vous avez le même raisonnement. Donc là, ils vous ont dit que cette fois-ci, ils regardaient la prolifération des lymphocytes T CD4 en cytométrie de flux. Donc, je vous ai surligné encore une fois les autres informations qui sont importantes. Donc, c'est vrai que j'aurais pu rajouter, et je vais le faire tout de suite. Donc ça, cette partie, c'est vrai que c'était important. Hop. Donc, marqué avec du CFSE. Oula, ça m'a fait un truc pas propre. Voilà. Et mis en culture avec des cellules, hop, dendritiques infectées ou non par le virus de la dengue. Voilà. Et donc la prolifération a été évaluée après 5 jours de culture. Donc là, on vous dit que la PHA, donc la phytohémagglutinine, est un mitogène induisant la prolifération des LT-CD4+, et qu'elle a été utilisée comme contrôle positif. Donc, si vous êtes stressé, que vous êtes complètement perdu et que vous ne comprenez pas la PHA, mais qu'est-ce que c'est un mitogène, juste, vous voyez que c'est un contrôle positif. Donc là, en fait, ce que vous devez retenir, c'est que sur cette figure, ça, c'est votre cas, en fait, où vous avez, du coup, une prolifération. Donc là, comme je vous ai dit, il faut tout de suite identifier, en fait, les différentes conditions. Donc, on vous a dit dans l'énoncé que la PHA était utilisée comme témoin positif pour induire la prolifération des lymphocytes T CD4+. Donc, effectivement, on voit qu'on a un pic qui s'est complètement décomposé en plusieurs pics, donc qui est caractéristique un peu de toutes les figures où on va utiliser du CFSE et où on va mesurer la prolifération des lymphocytes T CD4. Donc, cette figure vous montre comment le profil en cytométrie de flux doit être représenté s'il y a une prolifération selon les différentes conditions de l'expérience. Vous pouvez voir que lorsqu'on fait cette expérience avec les lymphocytes TCD4 mais en présence de cellules dendritiques infectées par le virus de la dengue, on n'a pas du tout le même profil de prolifération qu'on a vu précédemment, avec une fluorescence qui reste assez homogène, donc ce qui indique que les lymphocytes TCD4 n'ont pas proliféré, donc n'ont pas été activés par les cellules dendritiques, même si on peut voir un très léger, on va dire, bruit de fond ici qui semble indiquer une très légère prolifération des lymphocytes TCD4. Mais on est très loin de ce qu'on pourrait attendre avec le contrôle positif ici, qui est votre cas parfait de prolifération. Et quand on regarde la dernière figure, si on met des cellules dendritiques non infectées avec des LTCD4, on peut voir également qu'on n'a pas de prolifération. Donc ça, c'est normal, entre guillemets, parce que les cellules dendritiques, du coup, elles n'ont pas vu d'agent infectieux. Donc elles n'ont rien à présenter aux lymphocytes TCD4. Donc elles vont rien faire aux lymphocytes TCD4. Ils ne vont pas être activés. Il ne va pas y avoir de prolifération. D'accord ? Donc, si vous voyez que vous avez deux choses comme ça et que vous êtes perdu, au niveau méthodologie, le conseil que je peux vous donner, c'est qu'il n'y a jamais de doublon dans une figure. Donc, si vous ne voyez pas de différence, au pire, laissez un peu de place et vous répondrez plus tard à cette question.
Mais là, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il faut bien que la CPA, elle ait vu un pathogène pour avoir un rôle de présentation de l'antigène au niveau des lymphocytes TCD4. Et ici, ça, c'est le résultat le plus intéressant d'un point de vue vraiment immunologie, c'est que malgré le rôle de présentation d'antigènes des cellules dendritiques, on voit qu'elles n'ont pas eu d'effet sur l'activation des LTCD4 ou alors très très faiblement, ce qui est quasiment négligeable ici, et donc ne peuvent pas assurer leur rôle pour induire la mise en place d'une réponse immunitaire à médiation du coup cytotoxique, parce qu'on est dans le cas d'un virus, donc d'un pathogène intracellulaire. Donc après, la suite de l'étude, elle continue, elle analyse d'autres acteurs. Donc après, vous pouvez analyser des niveaux de cytokines par des tests ELISA. Vous pouvez avoir des taux de survie chez des modèles animaux, donc souvent chez la souris, pour voir en fait qu'est-ce qui se passe quand vos cellules dendritiques elles sont traitées, pas traitées, infectées ou pas infectées. Et ensuite, vous concluez sur l'étude. Donc voilà en fait par rapport à la cytométrie de flux, j'espère que j'ai été assez clair en fait sur la manière de présenter les résultats. Là au moins vous avez du coup donc les résultats entre guillemets généraux de comment les résultats sont présentés généralement en cytométrie de flux et une application directe avec différents types de représentation de résultats en cytométrie de flux. C'est vrai que dans mes cas, j'ai pas choisi les nuages de points, mais les nuages de points, c'est pas le plus compliqué une fois que vous avez compris que voilà, vous regardez juste l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Le carré en bas à gauche, c'est double négatif. En bas à droite, c'est positif pour les abscisses. En haut à gauche, c'est positif pour l'ordonnée. Et en haut à droite, c'est doublement positif pour les deux critères, abscisse et ordonnée. Et donc, du coup, après, soit il vous donne l'information dans l'énoncé à quoi correspondent les clusters de différenciation, soit vous devrez retrouver à quoi correspondent ces cellules parce que la personne qui a créé le sujet d'examen estime que vous l'avez vu dans votre quoi. Donc, merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a d'autres techniques ou d'autres d'autres notions que vous souhaiteriez que j'aborde dans des prochaines vidéos. Ça me permet en fait de diversifier un peu le contenu et de répondre un peu à toutes vos attentes. Donc je vous remercie et je vous souhaite à tous une très belle journée.